Let's go. Bonsoir, bonjour, en fonction de là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous parlerons des étapes de croissance de mariage. Il existe 4 étapes de croissance de mariage, mais en réalité, il y a une étape qui concerne tout le monde. On va y revenir. C'est pour cette raison que je préfère dire il y a 5 étapes de croissance de mariage. Alors, la première étape de croissance du mariage, c'est l'idylle, la période idyllique. C'est une phase qui commence dès le premier jour de la rencontre et s'achève 1 an, 5 ans, 10 ans après le mariage. C'est une phase pendant laquelle les conjoints voient leur vis-à-vis comme ils se l'ont imaginé dans la tête et non selon sa vraie nature. C'est une phase pendant laquelle chacun met un voile sur ses yeux pour ne pas voir l'autre tel qu'il est. C'est une phase pendant laquelle les conjoints vivent plus l'amour, passion, et en oublient l'amour, raison. Il est donc conseillé fortement aux conjoints à cette période, à cette première période de mariage où on ne voit pas les défauts de l'autre, on voit en l'autre ce qu'on veut voir, on fait des efforts pour ne pas voir l'autre dans son existence réelle. Il est très important que les conjoints profitent de cette étape bien, entre guillemets, pour mettre sur pied les fidélités qui vont les aider dans les prochaines étapes difficiles à venir. Et ces fidélités sont, entre autres, sans être très complet, exhaustif, je veux dire, il y a la sexualité régulière dans le couple. C'est une fidélité qu'il faut mettre dans le couple. La prière dans le couple, la messe, aller à la messe en famille, manger ensemble, faire le sport ensemble, faire les retraites spirituelles, les recollections spirituelles en couple, faire des sorties, des balades en couple, se saluer tous les matins au réveil, à chaque fois qu'on se retrouve à la maison, demander à l'autre comment s'est passée la journée, etc. Alors, ça nous conduit directement à la deuxième phase à la deuxième étape
de croissance du mariage, qui est la différenciation. La différenciation, comme vous pouvez vous l'imaginer, vient de différence. Les masques donc tombent et chacun veut être lui-même en exigeant que l'autre l'accepte tel qu'il est. C'est un moment très difficile qui peut s'accompagner des injures dans la famille, des invectives, de bagarres, de destruction, d'éloignement, d'absence de parole. C'est une période très difficile. On peut entendre des paroles, par exemple, telles que, écoute, je suis parti à l'école comme toi, je travaille comme toi, je rapporte de l'argent, ou alors c'est celui qui travaille qui va dire à celle ou celui qui ne travaille pas, tu me sers à quoi dans cette maison? Qu'est-ce que tu me rapportes dans cette maison? Voilà. Et c'est une période assez difficile parce que la femme qui avait le masque pendant longtemps, le masque tombe et elle veut que son mari la prenne à sa juste valeur telle qu'elle est. C'est une période aussi pendant laquelle l'homme a été voilé à la phase précédente et l'homme voudrait que la femme le prenne tel qu'il est. Et donc, ça passe ou ça casse. C'est une période très difficile dans le mariage. La plupart des divorces se passent en ce moment-là. On peut entendre des expressions telles que voilà, tu m'as caché tes griffes. Tu es une diable, tu m'as caché tes griffes. Mais alors que la personne n'a pas caché ses griffes. La personne était elle-même, sauf que vous avez voulu la voir ou le voir tel que vous l'avez imaginé dans votre tête. Et à cette période donc difficile, qui se caractérise par les injures, donc par l'éloignement, par la bagarre à la maison, et quelquefois c'est l'homme qui ne vient plus à l'heure à la maison, c'est la femme qui ne respecte plus ses engagements. Le conseil que je peux vous donner, c'est que il ne faut pas se confier en ce moment-là à une personne non avertie. Car pendant cette période de crise, la différenciation, ça se caractérise aussi par la crise. Donc, je disais donc que pendant cette période de crise, les conjoints peuvent développer un fort sentiment de haine l'un envers l'autre et envisager même le divorce. Ça arrive pour certaines personnes où ils disent que il n'y a que le divorce pour les aider à être bien, entre guillemets, dans leur tête. Ça arrive. Où les femmes pensent que ce n'est que le divorce. Ajouté à tous les courants féministes, à tous les courants relativistes, à tous les courants philosophiques qui essayent d'éloigner l'homme de Dieu, qui développent l'idée selon laquelle voilà, je ne ressens plus rien pour toi. Si je ne ressens plus rien pour toi, alors on se sépare. Voilà, non. Le mariage n'est pas du domaine du ressenti. Le mariage est du domaine de l'amour. Et quand on aime, il n'y a pas d'explication. Les conjoints, donc, en cette période-là, ils doivent consulter un accompagnateur matrimonial chrétien qui peut les aider à surmonter ce moment de tension. Ça, c'est une période vraiment de crise. Et comme j'ai dit, ça peut commencer immédiatement après le mariage. Ça peut commencer un mois après le mariage. Ça peut commencer un an après le mariage, 2 ans, 3 ans. Vraiment, d'un couple à l'autre, c'est complètement différent. Vient donc la troisième phase, la consolidation.
La présidente n'a pas cassé. Chacun a mis de l'eau dans son moulin. Les gens ont consulté les accompagnateurs matrimoniaux. Ils ont pris des conseils par-ci, par-là. Et chacun s'est dit, il faut faire avec. Vient donc la période de la consolidation. C'est une phase assez agréable du mariage. Elle est très belle. C'est une très belle phase. Les conjoints ont appris de leurs erreurs. Ils se comprennent à demi-mot. Ils se comprennent avec le regard. Ils ne veulent plus retomber dans le risque du gouffre, du divorce. Chacun accepte l'autre tel qu'il est ou tel qu'elle est. Les fidélités doivent, une fois de plus, être maintenues, sinon être accentuées. Parce que la phase qui va venir après sera aussi une phase redoutable. C'est-à-dire que les fidélités de prière, de transparence financière dans le couple, de dialogue, de messe, de prière, de balade, de sortie, de manger ensemble, de discussion, de visite des beaux-parents. Toutes ces fidélités-là doivent se mettre en place pour prévenir ce qui va arriver ensuite. Vient donc la quatrième phase. Alors, la quatrième phase de croissance de mariage est la phase du démon de midi. Alors, comme je disais tantôt, la phase de démon de midi concerne tout le monde. Qu'on soit marié ou qu'on soit célibataire, qu'on soit religieux ou religieuse, c'est une phase qui concerne l'homme. L'homme avec grand H, qui concerne les femmes et qui concerne les hommes. Et donc, comme ça concerne donc tout le monde, on peut donc la mettre dans la croissance du mariage. Parce que, qu'on soit marié ou pas, ça va vous arriver. Et quand vous êtes donc marié, c'est encore plus grave. Alors, le démon de midi, c'est une étape qui arrive à tout homme. On peut l'appeler une deuxième puberté. La première étant la puberté juvénile qui commence à 10 ans pour d'aucuns et qui peut se prolonger même jusqu'à 18 ans pour certains. Mais ici, c'est la puberté sénile. L'homme ou la femme veut retrouver sa jeunesse. Malheureusement, elle est passée avant. Il ou elle, donc la femme ou l'homme, va se développer des envies perverses. Il ou elle peut qualifier son mari ou sa femme de vieux ou de vieille. Il ou elle peut vouloir expérimenter de nouvelles découvertes sexuelles inimaginables. Il ou elle peut même entretenir une double vie, c'est l'adultère. Cela peut provoquer des disputes chaudes. C'est une période assez difficile qui arrive aux hommes pour les hommes, entre 50 ans et 60 ans. Et pour les femmes, entre 45 ans et 55 ans. Et comment cela se manifeste? D'abord, tout au début, pour un jeune homme ou une jeune fille qui a fait ses études normalement, ça veut dire que le jeune homme finit ses études autour de 22 ans, 23 ans, il est ingénieur ou il a fait son master, et puis il rentre dans une carrière à 25 ans, j'imagine. Il rentre dans une carrière à 25 ans, vous imaginez, il va se marier probablement 5 ans après. Donc, le jeune homme va se marier autour de 30 ans.
Le jeune homme va se marier autour de 30 ans. Et la jeune fille, même chose, elle peut finir ses études aussi à 22 ans, 23 ans, et elle va se marier aussi autour de 24, 25, 26, 27 ans. Et donc, du coup, les deux conjoints vont rentrer là dans les nécessités subsistentielles. Notamment, ils veulent un enfant, et après, il faut les couches, et après, il faut la maison, il faut installer le couple. Donc, ils passent les 10 premières années ou les 15 premières années à faire leurs enfants, à laver les couches, à faire le ménage. Et entre-temps, ils évoluent dans la carrière. L'homme évolue dans la carrière. La femme évolue dans la carrière. Même si la femme ne travaille pas, encore que, on va le voir plus tard, la femme peut ne pas avoir un travail rémunérateur, mais le fait qu'elle travaille à la maison, c'est un travail. Donc, l'homme va monter en expérience. C'est-à-dire que un homme qui a commencé son travail à 25 ans, probablement à 35 ans, il a 10 ans d'ancienneté, il a 10 ans d'expérience et probablement à 40 ans, il a une expertise avérée dans son domaine. Et cette expertise peut venir avec aussi une augmentation ou alors une évolution dans sa carrière. Le jeune homme qui a commencé sa carrière ouvrier peut être 10 ans, 20 ans, 25 ans après, il peut se retrouver agent de maîtrise principale. Le jeune cadre qui a commencé sa carrière comme cadre débutant peut être 25 ans après cadre gestionnaire ou même cadre dirigeant. Et cette position, n'est-ce pas, amène aussi une croissance financière. Or, il n'a plus les mêmes besoins. Il a déjà fait sa maison, il a sa voiture, il a son terrain, sa femme aussi a sa maison, sa femme a sa voiture, sa femme a aussi une carrière, bien. Mais le gars se trouve avec beaucoup d'argent et malheureusement, la femme est fatiguée ou alors la femme n'est pas prête à suivre ces bestialités imaginaires dans sa tête. Du coup, il peut se faire une double vie, il va se faire une autre vie dehors et il sera même capable de comparer sa femme avec une jeune demoiselle qu'il a vue dehors, et peut-être parce que sa femme ne veut pas avoir les fantasmes bestiaux qu'il veut lui imposer, alors il sera obligé de se taper une jeune étudiante à qui il va payer tous les frais pour, entre guillemets, développer ses fantasmes dehors. Et c'est une période difficile, le dimanche de midi. L'homme n'est plus là, il n'appelle plus, il ne se justifie plus, il sort quand il veut, il ne veut plus s'expliquer sur quoi que ce soit. Et à chaque moment qu'on veut lui demander une explication, il oppose, n'est-ce pas, une résistance au point même de dire tu ne me commandes pas ici, et voilà. Et donc du coup, c'est une période très très difficile qui peut s'apparenter pour les mariés, qui peut s'apparenter n'est-ce pas, à la période de différenciation, n'est-ce pas? Et c'est une période très difficile. Pour la femme, c'est une période qui commence entre 45 ans et 50 ans, et 55 ans pour la femme. Et pour les mêmes besoins, une femme qui arrive, elle commence à 25 ans, elle commence à faire ses enfants, puis les enfants sont d'écart de 2 ans ou de 1 an même, whatever, et elle se retrouve avec 4 enfants. Donc, en même temps, elle monte en expérience. Qu'elle travaille ou pas, elle monte en expérience. Elle monte dans la société, en expertise. Et donc, elle se retrouve
avec des enfants à 15 ans, où il n'y a plus le dernier enfant à, je dis n'importe quoi, 10 ans. Le dernier enfant a 12 ans, le dernier enfant a 14 ans et n'a plus besoin des couches, n'a plus besoin, il peut se laver seul, il peut faire le nécessaire et elle a grandi dans la société. Et son mari ne la voit pas avec les yeux d'une belle femme. Elle se met des petits tailleurs, elle se met des petites robes, elle change de coiffure, mais l'homme ne l'apprécie pas et l'homme n'est pas là. Et entre-temps, il y a un jeune stagiaire dans son emploi, il y a son patron, il y a son collègue, il y a le boucher du marché pour celles qui ne travaillent pas, qui l'apprécie tous les matins. Oh madame, vous êtes belle. Oh madame, vous êtes jeune. Oh madame, vous êtes formidable. À force de le dire, alors qu'à la maison, l'homme ne s'en occupe plus, à un moment donné, la femme peut lâcher. Et elle aussi, elle peut faire une double vie. Et pour celles qui ont assez de moyens, peuvent aussi retrouver la double vie comme l'homme, c'est-à-dire se taper un jeune étudiant à qui elle paye la chambre, le studio, pour son confort, entre guillemets, sexuel. Et donc, c'est une période très, très difficile dans le ménage pour les conjoints. Et là, les conjoints pensent au divorce. Et c'est pour cette raison que vous verrez des personnes, après 15 ans de mariage, après 20 ans de mariage, ils sont troublés. Et puis, et voilà, on se demande comment des personnes de 20 ans, de 15 ans, de 10 ans de mariage peuvent se séparer. Non, c'est tout simplement parce que ils sont embêtés par une puberté, et s'ils ne sont pas formés, que ce qui leur arrive à tous les hommes du monde, arrive à toutes les femmes du monde, alors le mariage peut se casser. Pour preuve, pour des personnes que vous rencontrez 5 ans après, quand elles refont leur vie avec une autre personne, elles se demandent mais pourquoi est-ce que j'ai même divorcé? Parce que le nouveau fait la même chose que l'ancien, ou la nouvelle est pire que l'ancienne. Alors quelle est la conduite à tenir dans cette période de différenciation? Chaque conjoint doit soutenir l'autre. Chaque conjoint doit savoir que l'autre est en train de passer des moments difficiles de sa vie. Comme vous soutenez votre enfant qui est en train de passer la puberté, vous ne le jetez pas dehors, vous ne la jetez pas dehors. Bien au contraire, vous l'encadrez. Donc, le mari ou la femme qui est en train de passer une période de puberté sénile, qu'on appelle le démon de midi, doit être encadré. Il faut prier pour lui tout le temps. Il faut prier. Il faut la bienveillance. Il faut la tolérance. Et surtout, le pardon. Tout comme un enfant qui est pubère. Et donc, pour un monsieur qui est dans cette situation-là, vous, les dames, ne le mettez pas dehors. Surtout, il ne faut pas que quand le mari arrive, n'est-ce pas, vous vous occupez pas de sa nourriture, vous devez continuer les fidélités, n'est-ce pas? S'il arrive à 1h du matin et que vous avez la possibilité de vous réveiller, de lui ouvrir la barrière, de lui faire la nourriture, faites-le. Ne vous dites pas non, rentre là où tu es revenu, vraiment, laisse-moi avec mes enfants. Non, il est en train de passer un moment difficile, c'est le moment de l'encadrer. Alors, vient la 5e, et comme je vous ai dit, cette étape-là arrive à tout le monde, hein. Qu'on soit marié ou célibataire, c'est un moment difficile où on veut expérimenter des choses perverses, sexuelles, des choses inimaginables. Donc, ça arrive à tout le monde. Vient donc la dernière étape, ou alors la dernière phase de croissance du mariage, qui est le nid vide. Le nid vide, c'est-à-dire le nid d'oiseaux. Les oiseaux sont partis et le nid est vide. Et quand le nid est vide, les tourtereaux reviennent comme au départ. C'est-à-dire que l'homme et la femme redeviennent deux dans une grande maison qu'ils ont construite. Et la mode veut que les gens les plus nantis vont faire les duplex ou les triplex. Tous les enfants sont partis de la maison. La maison est donc vide. Les deux conjoints amoureux
restent seuls, comme au départ de leur vie commune. Cela peut être une période de joie et d'amour, pendant laquelle l'un a la paix quand l'autre est absent. Ou alors, les deux peuvent se trouver la joie d'être là. L'amour est encore vivant. Mais c'est aussi une période qui peut être difficile. Pourquoi? Parce que l'amour peut être partagé entre les petits-enfants, en ce sens que la vie sexuelle dans le couple peut être perturbée. Les deux conjoints n'ont plus les mêmes mobilités. Ils sont vieux, qui peut altérer leur relation. L'homme a 60 ans ou 65 ans ou 70 ans. La femme elle-même, elle a 55 ans ou 60 ans ou 62 ou 63. Ils ont l'arthrose, ils ne peuvent plus monter les étages comme avant. Et surtout, le nid vide peut être très très difficile si aussi l'homme à partir de 50 ans n'a pas atterri. C'est pour ça que j'invite beaucoup les hommes, n'est-ce pas, d'atterrir, n'est-ce pas, à partir de 50 ans, qu'ils amorcent l'atterrissage pour consolider leur foyer, n'est-ce pas, jusqu'à 60 ans. Parce que quand vous prenez la retraite sans avoir consolidé votre ménage, alors votre retraite sera difficile et le nid vide sera aussi très difficile parce que si vous n'avez pas atterri, la femme va se rappeler de toutes les difficultés qu'elle a endurées avec ses enfants. Et puis, si pendant le nid vide, les enfants n'ont pas réussi et que les enfants se souviennent que leur papa a passé le temps à être dehors tout le temps, au coup où que leur papa a mené des doubles vies en améliorant plutôt la vie des autres enfants dehors, alors les enfants biologiques dans la maison peuvent rentrer en opposition avec leur maman et vous faire cela très dur. Et c'est pour cette raison que vous pouvez voir des mamans qui iront vivre avec leurs enfants en Europe, qui partiront de la chambre conjugale. Vous verrez des mamans, ou alors c'est même les enfants sous l'impulsion des enfants, qui diront « Non, maman a trop souffert pendant notre enfance, aujourd'hui papa, ça suffit ». Et quand le papa va demander aux enfants « Écoutez, est-ce que vous pouvez m'envoyer, comment vous prenez votre maman, vous me laissez, vous savez que je suis malade ». Les enfants vont lui dire « Papa, elle aussi, elle a trop souffert. Trouve-toi une autre femme pour s'occuper de toi ». Et quand l'homme veut trop bavarder, les hommes peuvent dire « Mon papa, on ne te donne plus rien ». Donc, en conclusion, les 5 étapes, chaque étape doit être bien vécue. Nous conseillons donc fortement aux conjoints de faire les formations. Et l'Église catholique, en ceci, prévoit des formations, n'est-ce pas, pour que les conjoints savent à quoi s'en tenir à chaque étape. Et chaque étape peut être redoutable. Si les conjoints ne savent pas à quoi s'en tenir, ne savent pas comment adresser le sujet, alors une étape peut être fatale, difficile, et le divorce peut être là. Or, quand on se marie pour toujours. Il n'y a que la mort pour séparer les conjoints. Voilà, frères et sœurs, ce que je devais partager avec vous aujourd'hui sur les phases de croissance du mariage, à fortiori du mariage chrétien. Je vous remercie.